Peut-on manipuler grâce à l'hypnose? Voilà une question très intéressante. Bonjour, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, thérapie brève, notamment spécialisé en neurosciences et infirmier diplômé d'État. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes facettes de la manipulation de l'hypnose. Je vais vous présenter des histoires vraies fascinantes aussi qui illustrent son potentiel. Je vais explorer par ailleurs les mécanismes de l'influence hypnotique en détaillant comment la suggestibilité et la dissociation peuvent être exploitées. Cette vidéo, en tout cas je l'espère, vous offre une perspective équilibrée sur ce sujet à la fois fascinant et controversé. On y va, peut-on manipuler grâce à l'hypnose? Peut-être êtes-vous d'accord avec moi si je vous dis que l'hypnose est un phénomène fascinant qui suscite à la fois curiosité et méfiance depuis des siècles. Son potentiel à influencer l'esprit humain soulève de nombreuses questions, notamment celle de la manipulation. L'histoire de l'hypnose regorge de cas intrigants qui illustrent son potentiel de manipulation. L'école de Nancy, par exemple, fondée à la fin du XIXe siècle, a joué un rôle crucial dans l'étude scientifique de l'hypnose et de la suggestion. Le professeur Hippolyte Bernheim, figure emblématique de cette école, a mené des expériences révolutionnaires qui démontrent le pouvoir de la suggestion hypnotique. Dans l'une de ces expériences, les plus célèbres en tout cas, Bernheim a réussi à faire commettre un crime fictif à un patient sous hypnose. Il a suggéré à un sujet hypnotisé de poignarder un mannequin avec un couteau en carton, croyant qu'il s'agissait d'une personne réelle. Alors bien sûr, le sujet a exécuté l'ordre sans hésitation, illustrant ainsi la puissance potentielle de l'hypnose pour influencer le comportement. Mais ce n'était qu'un mannequin, probablement que quelque part dans son esprit, dans son inconscient, comme on dit, le sujet le savait. Un autre cas marquant est celui de Gabrielle Bompard, une femme impliquée dans l'affaire Gouffé, et on est en 1889. Accusée de meurtre, elle affirma avoir été hypnotisée par son complice pour commettre le crime. Cette affaire a suscité un débat passionné sur la responsabilité criminelle sous hypnose et a mis en lumière les inquiétudes du public concernant le potentiel de manipulation de l'hypnose. Vous avez aussi le cas de Palle Hardrup au Danemark. On est en 1951 et ce cas est particulièrement révélateur. Hardrup, sous l'influence hypnotique présumée de Björn Nielsen, a braqué une banque et tué 2 personnes. Cette affaire a renforcé les craintes du public, bien sûr, quant à l'utilisation malveillante de l'hypnose et a soulevé des questions importantes sur le contrôle mental et sur la responsabilité individuelle. L'affaire des 3 Christ de Ypsilanti, et là on est en 1959, bien que ne concernant pas directement l'hypnose, elle illustre le pouvoir de la suggestion et de la manipulation psychologique. Ça aussi, c'est très intéressant. Le psychologue Milton Rokic a réuni 3 patients schizophrènes, chacun croyant être Jésus-Christ, dans le but de confronter leurs croyances délirantes. Cette expérience, évidemment controversée, a montré comment des convictions profondément ancrées peuvent être influencées par des manipulations psychologiques habiles. Alors, bien sûr, je vous le précise, si vous ne le savez pas, on ne travaille pas en hypnose sur des personnes qui sont psychotiques, à savoir qui sont atteintes de schizophrénie. C'est une contre-indication absolue. J'aborde les mécanismes de l'influence hypnotique dans quelques instants, mais avant cela, je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est quelque chose de tout à fait gratuit et régulier, alors profitez-en, abonnez-vous. On poursuit donc avec les mécanismes de l'influence hypnotique. Quels sont-ils ? L'hypnose, elle induit un état modifié de conscience, un EMC, caractérisé par une concentration accrue et une suggestibilité élevée, parfois une hypersuggestibilité.
Et donc dans cet état, le sujet hypnotisé est plus réceptif aux suggestions de l'hypnotiseur, ce qui constitue la base du potentiel de manipulation de l'hypnose. Le phénomène de dissociation joue un rôle crucial dans l'hypnose. Il permet au sujet de se détacher temporairement de sa réalité immédiate, ce qui facilite l'acceptation de nouvelles idées ou de nouveaux comportements. Cette dissociation, elle peut être exploitée pour influencer les pensées et les actions du sujet de manière significative. L'hypnose affecte également la mémoire de manière profonde. Des études ont montré qu'il est possible d'implanter de faux souvenirs ou de modifier certains souvenirs existants sous hypnose. Je vous donne un exemple. Le psychologue Elisabeth Loftus a démontré qu'il est possible de créer de faux souvenirs d'enfance chez des adultes en utilisant des techniques de suggestion similaires à celles employées en hypnose. Cette malléabilité, si je peux dire, de la mémoire ouvre la porte à des manipulations potentiellement dangereuses, bien sûr, notamment dans des contextes juridiques ou thérapeutiques. Le rapport hypnotique, lien de confiance entre l'hypnotiseur et le sujet, est un élément clé de l'influence hypnotique. Un rapport fort augmente la réceptivité du sujet aux suggestions, ce qui amplifie le potentiel de manipulation. L'état hypnotique modifie également l'activité cérébrale, l'activité neurologique. Des études d'imagerie cérébrale ont montré des changements dans l'activité de certaines régions du cerveau pendant l'hypnose, notamment dans les zones qui sont liées à l'attention et au contrôle exécutif. Ces modifications neurologiques pourraient, je dis bien pourraient, je parle au conditionnel, elles pourraient expliquer la susceptibilité accrue aux suggestions pendant l'état hypnotique. La technique de l'ancrage, qui est très souvent utilisée en hypnose et en PNL, programmation neurolinguistique, elle permet d'associer un état émotionnel ou un comportement spécifique à un stimulus particulier. Cette technique peut être utilisée pour déclencher des réponses conditionnées qui offrent ainsi un moyen puissant d'influencer le comportement, même en dehors de l'état hypnotique, grâce ou à cause de ces ancrages. Malgré son potentiel d'influence, l'hypnose n'est pas une forme de contrôle mental absolu. Plusieurs facteurs limitent sa capacité de manipulation et offrent des moyens de résistance, et tant mieux. La personnalité, je pense, du sujet joue un rôle fondamental dans sa susceptibilité à la manipulation hypnotique, à la malveillante. Les individus qui ont une forte volonté ou une personnalité résistante sont probablement moins susceptibles d'être manipulés sous hypnose. Des traits de personnalité tels que l'indépendance d'esprit, le scepticisme et la confiance en soi agissent probablement aussi comme des barrières naturelles contre l'influence excessive, peut-être pas toujours, remarquez. La suggestibilité varie considérablement d'une personne à l'autre. Certains individus sont naturellement plus réceptifs à l'hypnose que d'autres, ce qui influence le degré de manipulation possible. Pour ma part, je constate qu'environ 30% de la population est hautement suggestible, 30% est hyper réceptive. La motivation et les valeurs personnelles du sujet agissent comme des barrières contre les suggestions contraires à des principes fondamentaux. Même sous hypnose profonde, une personne est peu susceptible d'agir d'une manière qui va à l'encontre de ses valeurs morales, celles qui sont profondément ancrées. Je vous donne un exemple, une personne qui a une aversion profonde pour la violence est peu susceptible d'être manipulée pour commettre un acte violent, même sous hypnose. L'état de conscience hypnotique n'abolit pas totalement le jugement critique. Même sous hypnose, même une hypnose profonde, une partie de l'esprit reste vigilante et peut rejeter des suggestions qui sont jugées comme étant inacceptables par le sujet. Cette espèce de conscience critique agit comme un garde-fou contre des manipulations extrêmes. Des recherches ont montré que les sujets hypnotisés sont capables de mentir et de résister à des suggestions qu'ils jugent inappropriées. La durée des effets de l'hypnose est généralement limitée. S'agissant de ce point, on parle de suggestibilité résiduelle. Les suggestions post-hypnotiques, bien que puissantes, tendent à s'estomper avec le temps, à moins d'être renforcées régulièrement. Pour des manipulateurs qui s'avéreraient comme étant malveillants, ça peut être intéressant. Des études de suivi ont montré que les effets de l'hypnose diminuent significativement après
quelques jours ou semaines sans renforcement. Le contexte social et culturel aussi influence la réceptivité à l'hypnose et aux suggestions. Les croyances culturelles, les normes sociales et l'éducation peuvent soit renforcer, soit diminuer la susceptibilité d'une personne à la manipulation hypnotique. Par exemple, dans les cultures où l'hypnose est vue avec scepticisme, les individus peuvent être naturellement plus résistants à son influence. La connaissance et la compréhension de l'hypnose peuvent agir aussi, je pense en tout cas, comme un facteur de protection contre la manipulation. Les personnes informées sur des mécanismes de l'hypnose et conscientes de ses limites sont moins susceptibles d'être manipulées de manière abusive. L'éducation, la démystification de l'hypnose joue donc un rôle crucial dans la prévention des abus. Implication éthique et légale, on en parle, l'utilisation de l'hypnose à des fins de manipulation soulève de sérieuses questions éthiques qui méritent une attention particulière. Les codes de déontologie des praticiens de l'hypnose interdisent formellement toute forme de manipulation ou d'abus de pouvoir. Alors ce sont des règles éthiques bien sûr, elles visent à protéger les consultants et à maintenir leur intégrité et à maintenir aussi l'intégrité de la pratique et c'est tant mieux. L'un des principes éthiques fondamentaux de l'hypnothérapie, c'est le respect de l'autonomie du consultant. En soins infirmiers aussi d'ailleurs. Les praticiens sont tenus d'obtenir un consentement éclairé avant toute séance d'hypnose et de s'assurer bien sûr que le consultant comprend pleinement la nature et les objectifs de la prise en charge. Toute tentative de manipulation qui irait à l'encontre des désirs ou des intérêts du consultant est bien considérée comme une violation grave de l'éthique professionnelle. La confidentialité, c'est un autre aspect éthique qui est fondamental dans la pratique de l'hypnose. Les informations qui sont révélées pendant une séance d'hypnose, ça peut être extrêmement personnel et sensible bien sûr. Je pense que tous les praticiens devraient s'obliger, ce n'est pas toujours le cas malheureusement, à protéger ces informations et ne jamais les divulguer ou alors qu'avec le consentement explicite de la personne qu'on accompagne ou alors cas extrême lorsque la loi l'exige. Sur le plan légal, la question de la responsabilité en cas d'acte commis sous hypnose reste complexe et sujette à débat. Bien que certains aient tenté d'utiliser l'hypnose comme défense dans des affaires criminelles, globalement les tribunaux sont généralement sceptiques quant à l'idée qu'une personne puisse être totalement contrôlée par l'hypnose. C'est également mon cas, je le précise. Dans la plupart des juridictions, la responsabilité pénale d'une personne n'est pas annulée par le fait qu'elle ait agi sous hypnose. Aux États-Unis, ça se passe comme ça, en France aussi. Cependant, l'hypnose peut être considérée comme un facteur atténuant dans certains cas, en particulier si elle a été utilisée de manière coercitive ou abusive. L'utilisation de l'hypnose dans les procédures judiciaires, notamment pour récupérer des souvenirs ou obtenir des témoignages, c'est un sujet controversé aussi. De nombreux experts mettent en garde contre les risques de faux souvenirs et de suggestions involontaires qui peuvent compromettre la fiabilité des témoignages obtenus sous hypnose. Et je pense là aussi qu'il faut être très vigilant. L'éducation du public sur les réalités de l'hypnose est importante, je pense, pour démystifier cette pratique et réduire les risques de manipulation. Une meilleure compréhension des mécanismes hypnotiques permet à tout un chacun de se protéger, quelque part, contre d'éventuelles tentatives d'influence malveillante. En conclusion de ces quelques propos, bien que l'hypnose possède un réel potentiel d'influence sur l'être humain, oui, son pouvoir de manipulation n'est ni absolu et tant mieux, ni évitable, ni totalement fondé et vérifié. Vous l'avez compris, je dis pourquoi pas, mais j'ai tenu dans cette vidéo à modérer mes propos et à ne pas être extrémiste. Je pense que c'est important. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. Si mes propos, mes contenus vous intéressent, vous avez la possibilité de vous inscrire, c'est sous cette vidéo, à une newsletter pour recevoir des mails quand je sors des contenus. C'est peut-être intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le petit pouce bleu. Et si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo. Vous pouvez me poser vos questions, je vous y réponds sans aucun intermédiaire. Merci, merci, merci pour votre confiance. On se retrouve avec grand plaisir dans d'autres vidéos. À très bientôt.